Lancée en avril 1971, la toute première station orbitale de l'histoire, Salyut 1, se présente sous la forme d'un cylindre de 15 mètres de long pour 4 mètres de diamètre. La première mission destinée à y séjourner, Soyouz 10, est lancée 4 jours plus tard, mais si elle réussit sa manœuvre de rendez-vous et son amarrage, son équipage, lui, ne parvient pas à rentrer à bord. Une anomalie dans les systèmes électriques commandant l'écoutille de leur capsule les empêche de déverrouiller la trappe d'accès. Sacré manque de chance, ils redescendront sur Terre bredouille. Le 6 juin de la même année, ce sont ensuite les cosmonautes Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsaïev et Vladislav Volkov, à bord de Soyouz 11, qui seront les premiers à prendre possession des lieux. Ils sont alors les premiers humains à pouvoir en orbite s'extraire de leur étroite capsule et profiter d'un volume habitable conséquent. Après 12 jours à bord, pendant lesquels les 3 hommes accomplissent avec succès une moisson d'expériences scientifiques, une installation électrique de la station prend feu le 18 juin. L'équipage demande au centre de contrôle l'autorisation d'abandonner Salyut, et alors qu'ils combattent le feu, démarrent les préparatifs de départ. Mais l'incendie est finalement maîtrisé, et les 3 hommes, un peu ébranlés, poursuivent leur mission jusqu'au 29 juin. Ils décrochent alors, en plus d'être les premiers à séjourner dans une station orbitale, le record du plus long vol dans l'espace à l'époque, en 1971 je le rappelle, avec plus de 23 jours en apesanteur. Les cosmonautes, pour leur descente vers la Terre, enfilent une combinaison qui les protège thermiquement, notamment dans le cas où la capsule atterrirait loin des équipes de secours et aurait à survivre dans les régions froides du pays. Mais elle n'est pas conçue pour faire face à une dépressurisation. Au moment de la séparation du module orbital et du module de descente de leur vaisseau Soyouz, l'explosion des boulons pyrotechniques ne se déroule pas comme prévu. Au lieu de se déclencher les uns après les autres, ils sautent tous en même temps, et la violence de la déflagration provoque le dessèlement de 2 valves devant assurer l'égalisation des pressions entre la cabine et l'extérieur à la fin de la descente. L'habitacle est alors vidé de son atmosphère en quelques secondes. Comprenant ce qui vient de se produire, Viktor Patsaïev, dans une tentative désespérée, se détache de son siège en pleine rentrée atmosphérique pour tenter de remédier à la fuite, mais en vain, en moins d'1 minute, les 3 cosmonautes perdent connaissance. Le vaisseau, dont la procédure d'atterrissage est automatique, parviendra intact jusqu'au sol, mais à l'ouverture de l'écoutille, ce sont 3 corps sans vie qui seront retrouvés à bord. À la suite de cet accident dramatique, tous les cosmonautes porteront pendant les phases de décollage et d'atterrissage les combinaisons Sokol, capables de les protéger d'une telle dépressurisation. Ces combinaisons sont d'ailleurs toujours utilisées aujourd'hui, et depuis cet événement, plus aucun mort ne sera jamais à déplorer à bord des vaisseaux Soyouz. Salut les terriens! Le métier d'astronaute, c'est probablement l'un des plus dangereux au monde, et depuis le premier vol de Yuri Gagarin en 1961, ce sont tout de même 18 femmes et hommes qui ont trouvé la mort en vol à bord de véhicules spatiaux, auxquels il faut ajouter 11 décès à l'entraînement, ce qui nous fait un triste résultat de près de 5% du nombre total de personnes ayant volé dans l'espace jusqu'à aujourd'hui. Parmi eux, les 3 hommes de Soyouz 11 en 1971 dont je viens de vous raconter la fin tragique sont les seuls à être effectivement morts dans l'espace, c'est-à-dire au-dessus de la ligne symbolique de Kármán à 100 km d'altitude. Bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours une défaillance ou une perte de contrôle du véhicule qui a entraîné ce triste destin, mais que se passerait-il si un astronaute devait perdre la vie au cours d'une mission, à bord d'une station spatiale par exemple, ou en route vers la Lune ou même Mars, et surtout comment les survivants devraient faire face à un tel imprévu. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cet épisode super joyeux du Journal de l'espace. Vous allez voir que c'est bien plus compliqué et subtil qu'il n'y paraît, on va même faire du lyophilisé d'astronaute avant de le mettre en poudre. Miam, c'est parti. Mars ne sera pas une partie de plaisir, ce sera difficile, dangereux, vous pourriez bien ne pas revenir. Voilà comment Elon Musk fait la publicité d'un voyage vers la planète rouge. De la part d'un personnage qui fait normalement preuve d'un optimisme forcené sur la réussite de ses projets spatiaux, eh bien le ton est donné. Et alors que la NASA et la CNSA, l'agence spatiale chinoise, préparent le retour de l'humain sur la Lune et que les yeux se lèvent vers Mars, les profils de mission vont être appelés à évoluer, plus longues, plus complexes, plus autonomes, plus loin de la Terre, sans possibilité de retour rapide. Que se passerait-il alors si un astronaute devait mourir en cours de mission ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien la NASA ne possède pas de procédure standardisée pour un décès en mission. Les directives données au directeur de vol incluent une liste précise de qui doit être mis au courant ainsi que les lignes de conduite à tenir concernant les annonces au public et aux familles des victimes, mais quasiment rien concernant les instructions à donner à l'équipage ou ce qui doit être fait du corps lui-même. Alors est-ce une façon de se voiler la face ? Pas le moins du monde, en fait il existe une multitude de façons de perdre la vie dans l'espace, et les suites à donner à un tel accident dépendraient de trop de facteurs, parmi lesquels les causes du décès, les risques pour le reste de l'équipage, la phase de vol, la durée de la mission, le rôle que tenait à bord la personne disparue, et des dizaines d'autres encore. Impossible donc de préparer à l'avance une liste de procédures couvrant exhaustivement toutes les possibilités.
Selon un publié de l'agence elle-même sur le sujet, la NASA ne prépare pas de plan d'urgence pour tous les risques possibles, la réponse à une situation imprévue en mission sera déterminée en temps réel et selon une collaboration entre la direction des opérations en vol, la direction de la santé et de la performance humaine, les décisionnaires de la NASA et nos partenaires internationaux. Autrement dit, si le pire devait arriver, rien ne peut être affirmé à l'avance sur ce qui se passerait précisément. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la possibilité est laissée de côté. Dans son livre An Astronaut Guide to Life on Earth, en français un guide de vie terrestre pour astronautes, Chris Hadfield, astronaute canadien, que j'adore d'ailleurs, décrit bien les exercices de simulation d'accidents auxquels sont soumis les futurs occupants de l'ISS, incluant d'ailleurs ceux où il aurait trouvé lui-même la mort. Comme je vous le faisais remarquer en introduction, jusqu'à aujourd'hui, aucun astronaute n'a jamais trouvé la mort en orbite. Les accidents ont toujours eu lieu au décollage, au retour sur Terre ou à l'entraînement, mais il faut aussi avouer que certaines fois, on n'est pas passé loin. Si on met de côté les décollages et surtout les retours sur Terre qui ont eu leur lot de drames mais aussi de catastrophes évitées de justesse, les phases les plus dangereuses d'une mission sont de loin les sorties extravéhiculaires, alors qu'un astronaute est livré à lui-même dans le plus petit et le plus fragile des vaisseaux spatiaux imaginables qu'est une combinaison pressurisée. En 1965, lorsqu'Alexei Leonov s'extrait de sa capsule Voskhod pour la toute première EVA de l'histoire, sa combinaison souffre d'un défaut de conception. En quelques minutes, la pression interne de sa combinaison se dilate au point que ses mains ne parviennent plus au bout de ses gants et ses pieds ne sont plus positionnés dans ses bottes. Le moindre mouvement devient extrêmement difficile et Leonov réalise qu'il ne sera pas capable de regagner le sas les pieds en avant comme il est supposé le faire dans ces conditions. Sans prévenir le contrôle au sol, il prend l'initiative de purger une partie de son oxygène pour faire baisser la pression à moins d'un tiers d'atmosphère, prenant le risque d'un accident de décompression comme peuvent en connaître les plongeurs qui remontent trop rapidement des profondeurs et retrouvent juste assez de souplesse pour plonger dans le sas la tête la première. Après une opération de retournement extrêmement éprouvante pour refermer l'écoutille extérieure, il regagne enfin sa capsule, exténué. La toute première sortie dans l'espace est passée à un cheveu du drame. En 1991, Jay Apt, astronaute à bord de la navette Atlantis pour la mission STS-37, ne découvrira qu'en rentrant de sa seconde sortie extravéhiculaire qu'il saigne de la main droite. Après un examen de sa combinaison, on constate qu'un renfort interne métallique de son gant en avait endommagé le revêtement au point de le trouer. Les capteurs n'avaient alors détecté aucune baisse de pression et lui-même ne s'est rendu compte de rien. Il est possible que la peau et le sang coagulé de sa blessure aient suffi à boucher provisoirement le trou. En 2001, Chris Hadfield, encore lui, se retrouve complètement aveuglé par ses propres larmes à cause de la solution de désembuage de sa combinaison qui lui irrite les yeux alors qu'il réalise une sortie depuis l'ISS, le liquide restant par capillarité au niveau de ses yeux. Il se retrouve momentanément incapable de retrouver son chemin vers le sas et devra être aidé par son coéquipier. C'est bien pour ça d'ailleurs que les EVA s'effectuent maintenant toujours par deux. En 2013, c'est cette fois une fuite d'eau du système de refroidissement de la combinaison qui se retrouve dans le casque de Luca Parmitano, qui passe alors à 2 doigts de devenir le premier noyé dans l'espace. Bon, ces 4 histoires se sont heureusement bien terminées, mais avec l'augmentation du nombre des débris spatiaux, les risques que prennent les astronautes en EVA empirent d'année en année. Alors que se passerait-il si un jour ça tournait vraiment mal ? Dans les films catastrophes, les morts dans l'espace sont généralement abandonnés à leur sort, mais dans le monde réel, tout dépendrait d'où se trouve l'équipage. Si le drame devait avoir lieu sur la route vers la Lune ou Mars, jeter un cadavre par le sas n'a pas l'air d'être une très bonne idée, parce qu'étant doté de la même vitesse que le vaisseau, il continuerait de le suivre pour tout le reste du trajet, ce qui déjà ne serait sans doute pas une vision très réjouissante à contempler depuis le hublot, mais pourrait même en plus devenir dangereux, car au moment de se mettre en orbite autour de l'astre visé, le vaisseau freinant fortement et le corps continuant tout droit, il existerait un réel risque de collision. Si l'accident arrivait depuis l'orbite terrestre, cela impliquerait de ramener au sol l'astronaute et sa combinaison. La famille du défunt réclamerait probablement aussi son rapatriement, et dans tous les cas, une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Il ne paraît de toute façon pas extrêmement judicieux de rajouter un débris de plus à la poubelle que devient l'orbite basse. Le corps devrait donc être conservé jusqu'au prochain trajet d'une capsule vers la Terre, où l'équipage aurait le plaisir tout relatif de partager sa cabine avec le cadavre de leurs collègues. Ouais, on a vu mieux. Aussi, conserver à bord un corps sans vie pendant plusieurs jours voire semaines poserait aussi rapidement quelques problèmes. Sans parler même de l'odeur, la décomposition en ferait rapidement une source de contamination grave pour l'équipage. Pas question donc de le garder tel quel dans un coin de la station. Les modules les mieux isolés et les plus froids sont les SAS, et il est possible que le cadavre y soit alors conservé isolé à l'intérieur de sa combinaison jusqu'au jour du retour pour minimiser les risques de contamination biologique. Il existe aussi une solution assez différente qui est étudiée par la compagnie de pompes funèbres suédoise Promessa pour le compte de la NASA. Son sac appelé Bodyback est spécialement conçu pour y placer le corps d'un astronaute décédé afin de l'exposer au froid extrême de l'espace. Et je vous préviens, la suite du programme risque de choquer les âmes les plus sensibles. C'est un procédé qui se rapproche du freeze-dry en anglais et qui s'utilise à la base pour la nourriture. C'est comme ça qu'on fait des produits lyophilisés.
En fait, ici, après 1 heure d'exposition au vide, toute eau étant supposée s'être évaporée dans l'espace, le corps placé au bout d'un bras robotique est secoué jusqu'à ce que les restes soient entièrement réduits en poussière. Cette poussière suit alors un dernier traitement par micro-ondes pour s'assurer qu'elle ne contient plus aucune trace d'eau, et la poudre ainsi obtenue, simple à stocker, peut alors être conservée à bord ou rapatriée sur Terre sans risque de contamination. Ah ouais, je vous avais prévenu. En revanche, si un accident mortel devait avoir lieu sur Mars, la question se ferait vraiment problématique, plus question ici de le conserver jusqu'au retour. Même en laissant de côté l'aspect psychologique sur le reste de l'équipage qui aurait à terminer une mission de plusieurs années en vase clos avec un cadavre dans le placard, impossible ici de le congeler dans l'espace ou même de le stocker dans un sas pour des mois et des mois. Pour autant, il serait tout aussi impensable de l'enterrer sur place. Pour rappel, les normes de stérilisation appliquées aux sondes envoyées à la surface de Mars aujourd'hui dépassent celles d'un bloc opératoire. Et oui, à quoi bon chercher d'infimes traces d'une vie extraterrestre passée si on ramène avec soi de quoi contaminer tout ce qu'on touche? Dans le cadre d'une mission habitée, ces normes seraient très probablement relevées, mais pas au point de laisser tel quel un cadavre et les myriades de bactéries qui l'accompagnent dans le sol martien. Quelle solution serait alors choisie? Eh bien, c'est difficile à dire, peut-être la crémation, même si elle constituerait une consommation de carburant et d'oxygène dont l'équipage se passerait bien. Certains proposent aussi une forme de recyclage consistant à utiliser l'infortuné pour alimenter les besoins de l'agriculture locale, une façon efficace de ne rien gaspiller et de ne pas contaminer le sol martien, c'est certain, mais ça reste éthiquement assez délicat, et quel effet cela aurait-il sur l'état psychologique des survivants? Il est en effet difficile de savoir ce qui leur passera par la tête en croquant dans une salade que leur chair disparue aura contribué à faire pousser sous forme de compost. Bon les terriens, on arrive bientôt au bout de ce tour d'horizon un peu macabre, mais je ne peux pas finir cette vidéo sans rappeler que les astronautes ne sont bien sûr pas les seuls à risquer leur vie pour l'exploration spatiale, et malheureusement, les morts que l'on compte parmi les civils, les techniciens et les ouvriers travaillant au sol sont de loin les plus nombreux. Si l'incendie de la capsule Apollo 1 ou les accidents de Challenger et Columbia ont été extrêmement médiatisés, il ne faut pas oublier ceux dont les journaux s'abstiennent de mentionner les noms, mais qui au même titre ont payé de leur vie leur contribution aux programmes spatiaux. En octobre 1960, les soviétiques préparent à Baïkonour le lancement d'une fusée R-16. Un système de contrôle défectueux provoque accidentellement la mise à feu du second étage alors que la fusée se trouve encore sur son pas de tir. Les flammes provoquent aussitôt l'explosion des réservoirs du premier étage alors que des dizaines d'ouvriers travaillaient encore sur le pas de tir. Aussitôt décrété secret d'État, la catastrophe de Nedelin, du nom du maréchal des forces stratégiques Mitrofan Nedelin qui a trouvé la mort ce jour-là, n'a été révélée au monde qu'en 1990, soit 30 ans plus tard. Aujourd'hui encore, le nombre précis de victimes en est incertain, mais les estimations varient de 90 à plus de 120. Que ce soit à Baïkonour, Plesetsk, Cap Canaveral, Kourou, en Chine ou au Brésil, ce sont ainsi des dizaines de travailleurs qui ont péri sur les différents pas de tir. En 2003 encore, au centre de lancement d'Alcantara au Brésil, 21 techniciens ont été tués lors de l'explosion au sol du lanceur VLS-1. À ce triste décompte, il faut aussi ajouter les victimes civiles de l'accident survenu en février 1996 à Xichang en Chine, où après seulement 2 secondes de vol, la fusée Longue Marche 3B qui devait placer en orbite géostationnaire le satellite Intelsat 708 est sortie de sa trajectoire pour partir à l'horizontale. Au bout de 22 secondes, elle s'est écrasée sur un village encore plein de dizaines de tonnes d'ergols, tuant 56 personnes selon les sources chinoises et au moins 200 selon les services de renseignement américains. Cet accident a bien sûr provoqué une forte controverse sur la sécurité des lancements spatiaux vis-à-vis des populations civiles et amené à la révision de plusieurs lois américaines sur le lancement de satellites à l'étranger. En tout cas, il a surtout rendu évident aux yeux du monde la responsabilité des acteurs de l'industrie spatiale vis-à-vis des populations civiles, qui n'ont bien sûr en aucun cas à payer le prix de leurs activités. S'élever vers l'espace n'est pas et ne sera probablement jamais un voyage anodin. Les astronautes en sont les premiers conscients et le choix qu'ils font de monter à bord de leur vaisseau est fait en parfaite connaissance des incertitudes qui les accompagnent. Il est en tout cas certain que ceux qui exploreront à nouveau la Lune ou un jour peut-être Mars partiront sans aucune certitude de ce qui les attend là-haut. J'espère en tout cas que cet épisode un peu plus glauque que d'habitude vous a plu. Si c'est le cas, laissez donc un pouce, un commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les terriens.